Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, FM. La radio de la femme. La radio de la femme. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission de sport favorite. Parlons football, émission présentée par les seuls et l'unique Isaac Sonda, mise en onde par Axel Mabanza. Ce soir sur ce plateau, je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné des Ayrton Boko à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ayrton, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et nous pensons que les embouteillages de Kinshasa ça vous a pas dérangé en cours de route. Hein. Non, ça va, aujourd'hui on est dimanche donc... Alors, heureusement pour nous, vous êtes arrivés à temps surtout, à l'heure. Merci à vous, nous allons directement commencer. Ayrton, vous êtes, on le rappelle, athlète professionnel de l'association sportive Vita Club, donc l'élite du football congolais. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir, mais vous n'avez pas commencé en République démocratique du Congo. Tout a commencé pour vous au Standard de Liège, un club réputé en Belgique. Quels sont vos souvenirs marquants de cette période formatrice ? Merci. Tout d'abord, c'est mes premiers pas dans le football. D'accord. Des rencontres aussi. J'ai des amis que j'ai connus, que je connais jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai appris tout ce que je connais du football, c'est là-bas que je l'ai appris. Donc, c'est un peu ça que je peux retenir de mon passage là-bas. D'accord. Et qu'est-ce que cette école de formation t'a apporté sur le plan technique et mental, surtout parce que c'est une école de foot très réputée, il faut le dire, qui fait sortir beaucoup de grands joueurs. Et parmi les grands joueurs, on peut vous citer vous déjà, un très grand joueur de l'association sportive Vita Club. Merci. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces passages sur le plan technique et surtout mental ? Sur le plan technique, faut savoir que
au niveau de la formation, là-bas, tout est préparé pour qu'on soit des athlètes et des footballeurs de haut niveau. D'accord. Donc, comme j'ai dit, j'ai tout appris, que ce soit techniquement, tactiquement, euh, comment se joue un match de foot, pouvoir gérer les émotions, gérer les efforts, je l'ai appris là-bas. Et mentalement, ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence étant déjà jeune, parce que ça reste un centre de formation, il y a énormément de joueurs. Il faut savoir que dans un centre de formation, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. D'accord. Donc pouvoir sortir professionnel et tous les jours pouvoir mettre cette charge-là mentale, à savoir que voilà, je vais faire ça parce que demain j'ai envie de devenir professionnel, ça a beaucoup joué dans mon mental et ça m'a aidé surtout à arriver où je suis aujourd'hui. Surtout arrivé là où vous êtes aujourd'hui et nous allons prendre notre troisième question. On prend un peu vite, je pense. On est déjà à 3 questions là maintenant. On n'est pas pressé quand même. Parce qu'il y a des auditeurs qui nous disent bah, prends les temps avec lui, il faut pas aller vite. Bon, on vous aime très bien à la radio de la femme, nos auditeurs et nos auditrices de la 95.3 MHz. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct, en image, sur notre page Facebook Radio de la Femme et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Nous allons prendre notre troisième question. Et c'est de savoir comment as-tu vécu le moment où tu as signé ton premier contrat professionnel, parce que pour la majorité des joueurs, il faut les dire, c'est un rêve des gosses. Ouais, c'est ça, mais en tout cas pour moi et ma famille, c'était quelque chose, on va dire le premier aboutissement, parce que j'ai beaucoup travaillé. Même s'il faut savoir que étant un peu plus jeune, c'était un peu plus de l'amusement. D'accord. À partir d'un certain âge, quand tu commences à avoir 15-16 ans, là, les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses. Donc voilà, le fait de signer mon premier contrat professionnel, c'était, on va dire, le début de quelque chose. D'accord, mais comment tu l'as vécu déjà? Parce qu'on sait voir, personnellement, quand je vois les joueurs, beaucoup sont en larmes, beaucoup sont très contents. C'est une joie inexplicable parce que vous êtes nombreux quand vous commencez ensemble dans les écoles de formation, dans les académies, mais peu sont ceux qui signent le contrat. Et vous, comment vous avez vécu cette signature, surtout au Standard de Liège? Ben, cette signature, comme je l'ai dit, c'était une bouffée de bonheur, bien sûr. Mais après, j'ai mes parents, surtout mon père qui était là derrière moi, pour me faire comprendre aussi que en fait, ça venait que de commencer. D'accord. Donc le chemin était encore ouais, exactement. long. Parce qu'il faut savoir que même après avoir signé un contrat professionnel, c'est pas assuré que tu vas faire une carrière de plus de 10 ou 15 ans. D'accord. Donc en vrai, le travail venait vraiment de commencer à ce moment-là. Okay. Mais c'est sûr que c'était un plaisir de pouvoir signer mon premier contrat dans mon club formateur. Tu es passé ensuite à l'Union Saint-Gilloise et surtout le Beerschot où tu es resté, j'allais dire, pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette période de stabilité pendant les 4 ans? Ce que je retiens, c'est énormément de bonnes choses, comme aussi des mauvaises choses, parce que dans le football, il y a des hauts et des bas. Justement. Et on espère que là-bas, vous avez vécu que du haut, parce que vous êtes resté 4 ans. Parce que, d'une part, quand un joueur reste longtemps dans ses clubs, il faut dire que les choses fonctionnent bien pour lui. Ouais, on va dire que les choses fonctionnaient bien pour moi, dans le sens où la direction et les coachs qui sont passés en place, malgré que j'étais un jeune joueur, me faisaient confiance. Okay. On avait aussi un objectif, parce que quand j'ai signé au Beerschot, on est en 2e division. Notre objectif, c'était de monter. La première année, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça a été une grosse déception un peu pour tout le monde, parce qu'on avait travaillé très très dur pour y arriver. Okay. Et puis l'année d'après, par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Mais oui, je retiens beaucoup de choses, sachant aussi qu'en Belgique, il y a la barrière linguistique. Moi, je suis francophone. J'étais dans une ville qui était néerlandophone. Mais j'ai appris, entre guillemets, une nouvelle culture, à connaître de nouvelles personnes. Même si ça reste un petit pays, une façon de pratiquer le football un peu plus différente de ce que j'avais appris. Et encore là, j'apprenais. Donc non, c'était vraiment de très bonnes choses. J'ai vraiment appris à devenir un vrai professionnel, un professionnel encore plus que ce que je l'étais déjà là-bas au Beerschot. Un vrai professionnel, comme vous l'avez dit. Tu as été champion de la 2e division avec le Beerschot. Qui représente ce titre pour toi et comment tu l'as vécu dans le vestiaire? Parce que tu l'as toi-même dit pour la première fois, c'était pas facile. Vous avez pas pu concrétiser cela, mais pour la 2e saison, vous êtes passé en 1re division. Comment tu l'as vécu? Pour moi, c'était assez particulier parce que faut savoir que là-bas, c'est un système de play-off aussi. La finale, la première année, malheureusement, on n'est pas monté. C'était un peu un choc émotionnel pour moi.
D'accord. La deuxième année, ça a été assez spécial parce que c'est l'année du Covid. Ok. L'année où on Ok, montait d'accord, l'année du d'accord, Covid. d'accord. Il y avait l'arrêt, puis la reprise. Et ouais, c'est ça, l'arrêt puis la reprise, et on a joué encore la finale. Et petit bémol pour moi, là-bas on faisait les tests Covid chaque 3 jours. D'accord. Et la veille du match, ben, je suis Testé annoncé positif. Ça Oh veut là, dire non que... mais sérieusement, c'était... Ouais, c'est Et ça. vous avez fait quoi sur... Ben, écoute, veille des matchs, l'entraînement se passe super bien. Le coach me fait confiance. Un match où j'étais parti pour soit commencer, soit être entrant. D'accord. Et je reçois l'appel du directeur sportif pour me dire que désolé, mon petit, mais T'es positif. c'est positif. Ça a été dur. D'accord. Ça a été dur de ne pas pouvoir jouer ce match-là. Mais quand même, t'étais champion. ouais, voilà, j'ai été champion. Mes coéquipiers, le coach, toute ta direction m'ont beaucoup aidé. Mais quand je suis revenu, j'avais l'impression d'être plus champion moi-même que les autres, tellement ils m'ont bien accueilli. D'accord. Donc non, c'était spécial, et surtout c'était l'aboutissement d'un très long travail. L'aboutissement d'un très long travail, comme vous l'avez dit. C'est Mais ça. moi, j'ai plutôt une question. Et alors, cette question, vous allez choisir. Vous avez vous-même dit que signer votre le premier contrat pour vous, c'était exceptionnel. Et gagner le premier titre également, c'était exceptionnel. Et alors, entre les deux, vous choisissez quoi? La signature du premier contrat ou les triomphes avec le premier trophée? Non, franchement, je pense sans hésitation, c'est le premier trophée. Hein. C'est le premier D'accord. trophée, sachant aussi les circonstances, que l'année d'avant on le rate, qu'on le gagne après. Justement. Faut savoir un peu, Berscott, c'est une équipe avec une grosse histoire en Belgique. Il y a eu beaucoup de problèmes financiers. Les nouveaux investisseurs sont venus. On a remonté l'équipe, ils attendaient ça depuis 13 ans. D'accord. Donc, C'était une grande fête alors? ouais, c'est ça. Donc faire partie de la liste des joueurs qui ont pu amener Berscott à remonter en première division après 13 ans, c'est quelque chose d'inoubliable. Quand ça se passe comme ça, ton nom va rester gravé Dans l'histoire. Donc oui, bien sûr que je pense que c'est difficile, mais si je devrais choisir, ce serait Ça sera ça. mon premier titre. Et le C'était match, la victoire en tout cas. c'est ça. Donc c'était très particulier. Et puis ça reste mon premier match dans l'élite du football belge. Donc ouais, s'il y a un souvenir que je peux retenir, ce serait celui-là. Souvenir à l'idée, ça sera celle-là. Voilà, bon, vous passez des... J'ai pas envie de dire 0 à héros. Je sais Non, pas mais c'est comment un je peu dois dire ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu 0 à héros, parce que là, Exactement. vous marquez un but contre votre camp. Et puis à la fin, vous sauvez la cage de votre gardien C'est ça. pour permettre à l'équipe de remporter ces matchs. Et c'était la première partie de notre émission. C'est pas la dernière en tout cas. C'est la première partie parce que là, il y a les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme qui sont branchés sur la 95.3 MHz, votre radio, qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et à l'étranger avec notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Et on va prendre une très petite pause. Donc si la technique est d'accord avec nous, on va prendre cette pause et puis on va revenir tout juste après. Ouais, ça va. Ça passe bien, ça passe bien. Des millions de morts, remarquez-vous, personne n'en parle. Vous n'êtes pas les Il se passe des... En tout cas, vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous n'êtes pas.
coiffeuse. Moi, je suis ménagère. Je suis écrivaine, couturière, pâtissière, Naza mécanicienne, chantre, gospel, Naza maman makala, secrétaire comptable, Naza roulage. Je suis une avocate. femme d'affaires, pasteur, agronome, infirmière, Miminim Churozi, Gayateka Abitabi. Je suis Tina Salama, porte-parole chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme Vous donne la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme. Je suis sociologue, Enseignante. policière, Pharmacienne, Naza Mama Malewa. journaliste, éleveuse. Je suis une agricultrice. Naza bonne, ingénieure, décoratrice, Naza coiffeuse. Moi, je suis ménagère. Je suis écrivaine, couturière, pâtissière, Naza mécanicienne, Chantre, gospel, Naza maman makala, secrétaire comptable, Naza roulage. Je suis une avocate. femme d'affaires, pasteur, Agronome, infirmière, Miminim Churozi, Gayateka Abitabi. Je suis Tina Salama, porte-parole chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme. Vous donne la parole sur la 95.3 FM. La radio de la femme. Parole à la femme. La voix de la femme. De retour sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct ici à Kinshasa. Il est dimanche soir, comme je l'avais dit. Et pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec Ayrton Mboko, joueur de l'association sportive Vita Club, qui a répondu à nos questions et qui continue de répondre aux questions très gentiment. Parce qu'on pose aussi des questions gentiment, en tout cas, je trouve. Ouais, ça, On n'est pas trop direct dans les questions. C'est ça la radio de la femme. Nous accueillons très bien nos invités. Ah oui, nous allons prendre maintenant cette question. Après la Belgique, tu as pris la direction de la Roumanie. Pourquoi ces choix et qu'est-ce qui t'a attiré dans ces championnats? Ce choix-là, parce que, bon, malheureusement, Malheureusement, pas heureusement. Malheureusement, c'est ça. Les belles histoires n'ont pas toujours des belles fins. Ça s'est un peu mal fini avec la nouvelle direction Berscott. Donc j'ai décidé d'aller dans un championnat que je connaissais pas, mais un championnat qui était attractif, un championnat où je pouvais me relancer aussi. Donc voilà, via mon ancien agent et mon conseiller, à qui je dis bonjour d'ailleurs, Mihai Joita, j'ai rejoint la Roumanie. Ok. Et tu as joué dans trois clubs différents là-bas et tu as été champion avec le Faroul Constantin. C'est ça. Et comment tu expliques cette réussite? Parce que tu es passé des trois clubs à la fois et tu finis champion. C'est qui n'arrive pas tous les jours pour les athlètes déjà parce ça. que il y a trop de changements. En allant en Roumanie, j'ai connu aussi quelque chose de différent que ce que je connaissais en Belgique. L'instabilité peut-être financière et structurelle. Parce que ça reste un très bon championnat, mais ce n'est pas toutes les équipes qui sont bien structurées. Donc le premier club où je suis passé, c'était bien parce que je jouais. Mais au niveau financier, il y avait énormément de problèmes. D'ailleurs, le club n'existe plus aujourd'hui. Par la suite, je suis passé au Faroul Constantin, qui était dirigé et entraîné par la légende George Hadji, qui avait une déontologie assez spéciale, qui voulait vraiment travailler avec les jeunes. Il avait une façon de voir le football assez spécifique. Ça s'est assez bien passé. Malheureusement, après, malgré quelques petites blessures, ça s'est quand même bien passé. Voilà, j'ai été champion pour la deuxième fois de ma carrière. D'accord. Et la prochaine question, c'est de savoir déjà comment vous avez fait, comment vous faites, parce que là, vous êtes passé des trois clubs dans un championnat, c'est pas déjà facile. L'adaptation et la pression quand vous jouez contre votre ancien club dans le même championnat, les supporters, les fans. Comment vous avez fait pour vous adapter à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau club, surtout dans les mêmes championnats? Je pense que ça fait partie des aptitudes qu'un professionnel doit avoir. L'adaptation doit être rapide et bien faite, sinon tu te casses les dents. Donc l'adaptation, elle s'est bien faite parce que malgré que je ne connaissais pas la Roumanie, les Roumains m'ont très bien accueilli. J'avais un peu des appréhensions par rapport à ça, parce que je ne connaissais pas le pays, mais ils m'ont très bien accueilli. Donc c'était pour toi une première de fréquenter le pays? C'était une première fois d'aller en Roumanie? Exactement, c'était une première fois pour moi déjà de sortir de la Belgique pour faire mon métier.
et de fréquenter la Roumanie. Donc déjà dans un point de vue personnel et humain, déjà ça s'est bien passé. Après footballistiquement, il faut mettre en gage tes qualités, montrer de quoi tu es capable. À partir du moment où du point de vue humain ça se passe déjà bien, mentalement, tu seras bien aussi sur le terrain. Tu seras bien aussi sur le terrain et est-ce que tu as perçu des différences importantes dans la manière de jouer ou de s'entraîner entre la Belgique ou la Roumanie? Des manières de s'entraîner différentes, oui et non. En tout cas, Varlo Constanța, non, parce que, comme il est dit, Georges Zadji avait une façon de travailler très 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 professionnelle. Après, il a joué Galatasaray, Barcelone, Dans Real de Madrid. très grands clubs. Donc, il sait ce que c'est vraiment le professionnalisme. Donc, non. Mais après, c'est vrai que dans mes 2 autres clubs, déjà au niveau des terrains, du climat, qui n'était pas pareil, c'était un peu. En fait, il fallait juste s'adapter. S'adapter parce qu'il y avait des joueurs qui étaient là depuis des années, qui eux étaient habitués. Donc, t'as pas le choix, tu dois rentrer dans le bain. Donc, des grosses différences, non, pas vraiment. C'était plus dans la langue, que j'ai appris assez rapidement d'ailleurs. Comment, je sais pas. C'est parce que vu que j'ai. Comment vous savez pas? Ça, c'est intéressant. Vous n'avez pas eu besoin d'un professeur pour apprendre la langue? Non. Ou de cours en ligne? Non, en vrai de vrai, quand tu es avec une équipe où il y a déjà beaucoup de Roumains, et vu que moi je suis déjà bilingue, il faut savoir s'adapter. Déjà, tu apprends les termes footballistiques, et après le reste, en fonction de comment tu t'entends avec tes coéquipiers, ils t'apprennent vite. Directement et ça passe facilement. Et on a notre question. Il y a l'un de nos auditeurs qui commente en ligne. Il dit vous choisissez quel championnat entre les championnats belges et les championnats de la Roumanie? Vous êtes côté belge ou roumain? Je choisirais le championnat belge parce que c'est le championnat où j'ai fait mes classes, le championnat que je connais un peu plus, le championnat, même si on regarde un classement FIFA qui est un peu plus relevé. D'accord. Mais le championnat roumain, j'ai vu de très belles surprises. Comme j'ai dit, je ne connaissais pas, mais des très 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 bons joueurs, une façon de jouer assez fluide. Techniquement, les joueurs sont bons, tactiquement aussi, donc c'était une très belle expérience. D'accord, c'était une très très belle expérience. Et tu es revenu en Belgique après des soucis financiers dans ton dernier club roumain, le FC, j'allais dire, Bostosani. Comment as-tu vécu cette période d'incertitude? C'est un autre aspect du football que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître et que parfois le grand public ne connaît pas. Les problèmes financiers, les problèmes structurels. J'ai dû m'adapter. Je dis merci au Seigneur d'avoir aussi mes 2 parents qui m'ont beaucoup aidé mentalement à pouvoir passer cette épreuve-là. Et puis le fait d'avoir aussi vécu jeune, seul, ça m'a appris aussi à pouvoir gérer certaines situations. Et voilà, quand il a fallu partir, je suis parti. Mais voilà, c'était pas facile au début, parce que je connaissais pas, j'ai appris. Mais voilà, j'ai dû m'adapter et faire en sorte que ça ne puisse pas trop jouer dans mon moral et surtout se voir sur le terrain. Et qu'est-ce qui t'a permis de garder déjà le moral et la motivation pendant ces 5 mois de transition? Parce que vous êtes passé dans 3 clubs et là vous êtes directement retourné. Comment vous avez fait pour garder le moral et la motivation? Parce que c'était pas facile, il y avait des périodes difficiles. Et pour la majorité des joueurs, il faut le dire, lorsqu'il y a des soucis, ils sont démotivés, ils se disent certainement ça sent à la fin, ça va bientôt s'arrêter. Et vous avez su quand même garder la motivation et vous dire que ça va, ça ira. Comment vous avez fait? Tout simplement, il faut se dire que je suis footballeur, je suis payé pour faire ce que j'aime. La pression, il y en a, mais pas trop. La vraie pression, comme dirait un de mes coéquipiers, Farid, la vraie pression, c'est ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui sortent le matin sans savoir s'ils vont manger le soir. Voilà, moi je suis payé à faire mon travail. Je me dis que j'ai la chance de pouvoir être là. Donc c'est pas maintenant que je vais baisser les bras et me dire allez, je laisse tout tomber. Et puis non, j'ai la chance de pouvoir faire un super métier. Donc l'abandon n'est pas parmi les options en tout cas. Impossible. Comme l'a dit le capitaine Farid Oudragou, qui avait été mis en place par la direction.
Avec le président Diaby. Amadou Diaby, à qui je remets mon bonjour d'ailleurs. Et la radio de la femme profite aussi pour saluer les présidents. Il y a que toi qui salues là, la radio de la femme. On doit aussi dire bonjour au président Amadou Diaby qui nous suit certainement de là où il est, à Paris, certainement en France. Et oui, vous pouvez répondre à la question. Du coup, donc, les conversations que j'ai pu avoir avec lui et M. Turan par rapport au projet, c'est ça qui m'a motivé à venir ici. Et puis, ça reste mon pays, ça reste le Congo, ça reste Kinshasa. Je reviens dans un cadre que je ne connais pas, mais que je voulais apprendre à connaître d'une façon différente que quand je viens en vacances pour voir la famille. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est un projet, ça va prendre du temps, oui, mais tous les projets sont comme ça. Je suis venu pour... Un projet à long terme, en tout cas, vous avez pris le temps de bien vous décider de vous engager à ces projets, parce que c'est un projet à long terme, comme vous l'avez vous-même très bien signifié. Et vous savez très bien, surtout, que cela ne va pas se faire d'une façon spontanée, et sachant que les fans de l'association sportive Vita Club sont trop exigeants, vous l'avez certainement compris. Vous n'avez pas non plus, d'une certaine façon, cette crainte-là de se dire ils ne seront pas patients pour le résultat ou pour votre adaptation surtout. Non, cette crainte-là, non, on l'a pas. Enfin, personnellement, moi, je ne l'ai pas. Avoir la crainte qu'ils ne vont pas être patients, je peux les comprendre parce que ça fait quand même que quelques années qu'ils attendent des résultats. Donc, je peux les comprendre que leur patience arrive à terme. Mais voilà, moi, je suis venu pour un projet. Ce n'est pas le premier projet où je m'investis dedans. Par exemple, l'Union Saint-Gilloise, je suis allé là-bas pour un projet. Il a fallu que je me mette et que je me conditionne assez vite pour comprendre comment jouer dans le championnat congolais. Il fallait esprit à l'Inafoute Kota. Et là, vous l'avez dit vous l'avez dit en lingala, en tout cas, pour le Moscovitch Banaveya Bayaka, ils ont réagi, ils ont dit tu as vraiment confirmé qu'Oza Yabango. Et vraiment, esprit à l'Inafoute, on sait le voir que si on vous maintenant et vous êtes déjà adapté ou vous êtes encore en plein processus d'adaptation? Non, l'adaptation, je pense qu'elle s'est faite. Elle s'est faite. Déjà? Ouais, elle s'est faite. Et moi, je confirme, je vois vos matchs. Parfait. Elle s'est faite. Il fallait. En fait, quand tu viens dans un championnat ou dans un pays, il faut comprendre, analyser, comprendre et appliquer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Pour l'instant, j'espère que ça me réussit. Pour l'instant, tu espères que ça réussit. Ouais. Tu parles des difficultés liées au climat, au terrain et à la rigueur tactique. Quel a été le plus gros défi pour toi en revenant jouer en Afrique? Le plus gros défi, ça a été surtout le climat. Le climat, parce que quand je suis arrivé, on a repris au mois de juillet. Entraînement à 11h, fait 32 degrés, synthétique. Chaque pause, le soleil des Kinshasa en tout cas. Chaque pause pour aller boire de l'eau. Moi, je buvais pas. D'accord. Et c'est quoi votre repas congolais préféré? Et ça vous l'a dit en lingala. En tout cas, totalement en lingala, parce que quand même, t'es resté longtemps au Wimélina Kinshasa. Auditeur, auditrice, il y a Radio de la Femme, il y a 95.3 MHz. Ils veulent se quitter, mais vous savez, les temps à la radio passent tellement vite. Et nous devons respecter le programme. Nous allons prendre cette dernière question. En regardant ton parcours, quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui veut réaliser aussi une carrière internationale comme toi? Déjà, ne jamais abandonner. Écouter les bons conseils. Les flatteries, c'est jamais toujours bon. D'accord. Les flatteries, c'est jamais toujours bon. Et quelque chose qu'on répète et qu'on dit comme ça, les gens pensent que c'est du vent, mais le travail et encore le travail. Quel est le travail? Ouais, sans ça, c'est limite impossible. Sans ça, c'est limite impossible. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Nous tenons à vous dire merci. Au nom de notre promotrice, je disais, Madame Infine Kouchi, notre aimable et charmante directrice générale, nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Radio de la Femme, la 95.3 MHz. Donc, ce que vous avez Bruxelles, vous mettez la bande à Potokuna, Radio, Yabino, Awanaki, Neza, Radio de la Femme, 95.3 MHz. Merci à vous, Ayrton Mboko, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et c'est pas la dernière en tout cas. Non, il y a Radio pas de de la Femme. Je reviendrai.
Voilà, justement, vous venez. Et pourquoi pas nous, on viendra aussi en Belgique, chez vous, tout comme vous êtes venus chez nous à Kinshasa, même à Kinshasa Panayo. Voilà, c'est ça. Kinshasa déjà, voilà. Dendaku. Kinina Poto. Donc, pour nous, le plus important, c'était de vous recevoir. Vous nous avez honoré. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Et en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite